Bonsoir et bienvenue à tous sur cette soirée découverte de l'hypnose. À peu près 1 heure de présentation dans lequel je vais vous présenter le métier d'hypnothérapeute, praticien en hypnose, son évolution depuis quelques années et comment on se forme sur ce métier. Avant de démarrer un petit peu cette soirée et vous donner un peu le contexte, je souhaitais me présenter. Je m'appelle Norbert Mestre et j'exerce le métier de coach et de praticien en hypnose en cabinet et j'interviens dans les organisations publiques et privées en tant que coach pour l'accompagnement des collaborateurs et des équipes. Alors, pour vous permettre de voir un peu plus grand l'écran et surtout que tout le monde puisse poser des questions si vous en avez besoin, je vais diminuer la taille de l'image et je vais mettre l'image en plein écran pour plus de confort à chacun. Alors, un petit peu, c'est quoi l'hypnose? On parle beaucoup de l'hypnose comme quelque chose de spécifique ou en fait, l'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état naturel. Un état naturel, c'est un état de somnolence, un petit peu comme quand vous commencez à vous endormir. Ce premier état où vous avez les yeux fermés, vous avez du mal à ouvrir les yeux, et pour autant, vous entendez les personnes autour de vous. À tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez juste rouvrir les yeux. Ça vous demandera certainement un effort un peu plus important, mais pour autant, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans l'instant présent. C'est un état aussi qui est proche de l'état de rêverie, qu'on a l'habitude d'avoir, mais aussi un état qu'on trouve, par exemple, quand vous êtes aspiré par un livre, vous êtes tellement pris par le livre, vous faites abstraction de tout ce qui se passe autour de vous et vous êtes focus sur sur l'intérêt du livre. C'est également le même état qu'on va retrouver quand on fait un trajet par habitude. On a l'habitude de se déplacer d'un point A à un point B et au bout d'un moment, on se dit, tiens, je suis déjà là, j'ai pas vu le trajet passer. En quelque part, vous êtes en pilotage automatique, dans cet état de conscience modifié qui vous permet d'être toujours très vigilant à ce qui se passe. Pour autant, déjà une partie consciente qui a déconnecté. Il faut savoir que l'hypnose, il en existe plusieurs types, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais celle qui est beaucoup plus utilisée, c'est l'hypnose ericksonienne et Milton Erickson. Ce que peu de personnes savent, c'est que lui, il avait compris que quand on était en état hypnotique, dans cet état de rêverie, en fait, nos sens étaient démultipliés par 10 000, voire même plus. Et il avait tendance un petit peu à mettre son chauffeur quand il a besoin de se déplacer en voiture, comme il avait été touché par la polio et que lui, il pouvait plus conduire. Et il demandait à son chauffeur de l'emmener d'un point A à un point B et il le mettait légèrement en hypnose pour qu'il soit encore plus vigilant de tous les risques qu'il peut y avoir sur la route. Vous voyez que l'hypnose est quand même quelque chose qui est utilisé et pratiqué naturellement. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de modifier contre le gré de la personne, mais au contraire, il y a vraiment une volonté de la personne à aller dans cet état-là. On appelle ça justement un état modifié de conscience où la partie conscient est un peu plus mis de côté et on va travailler avec cette partie qu'on appelle l'état inconscient. L'état hypnotique, elle se rapproche plus de l'état de rêverie et comme je vous l'ai évoqué, c'était vraiment un état naturel. Alors, l'intérêt de l'hypnose, il est divers. C'est que déjà d'une, faut savoir que dans la vie de tous les jours, on capte un certain nombre d'informations en conscience. Les neurosciences l'évoquent à peu près 4000 informations à la seconde. L'inconscient, lui, suscite justement tous les sens et va prendre 4 milliards d'informations à la seconde. Vous pouvez imaginer le nombre d'informations que l'inconscient va mémoriser en 1 seconde de temps, alors que le conscient, lui, il va être plutôt limité à votre champ de perception, à vos oreilles, alors que l'inconscient, il va se baser vraiment sur tous vos sens pour stocker l'information, mémoriser, traiter et stocker l'information. Alors au niveau de l'hypnose, on l'utilise dans quel domaine? Il y a différents domaines de la vie de tous les jours, principalement le stress, l'anxiété, les états d'angoisse profonds, les phobies, les traumatismes, des difficultés de prise de parole, des examens, des compétitions sportives aussi. Les sportifs de haut niveau se mettent de plus en plus à utiliser l'hypnose. D'ailleurs, on a vu sur cette année au JO des sportifs comme Teddy Riner ou le frère de Laure Manodou
parler de préparateurs mentaux et de plus en plus les préparateurs mentaux intègrent dans leur pratique l'hypnose parce qu'ils savent très bien que sur un événement, une compétition, si le sportif a raté son événement, il n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour rengager une compétition. Donc ils vont très vite le travailler avec des techniques d'hypnose pour justement leur permettre de balayer ça et de se remotiver sur la compétition suivante. Je pense que si vous avez l'occasion, je suis un passionné de judo, vous avez peut-être regardé comme moi Teddy Riner qui a fait son premier combat. Le premier combat n'a pas été très pertinent dans sa façon de travailler, puisqu'il avait en angoisse Teddy Riner vis-à-vis de son adversaire, de se faire battre par son adversaire, parce que c'était déjà quelqu'un qui l'avait rencontré et qui avait été plutôt agressif dans la compétition. Donc on l'a bien senti un petit peu en vigilance, il a joué techniquement pour arriver à une faille, mais ça n'a pas été l'un de ses meilleurs combats. Et juste derrière, quand il a continué les combats l'après-midi et le lendemain surtout, on a vu qu'il y a eu un préparateur mental qui est venu et qui a certainement travaillé avec des techniques de déprogrammation et de reprogrammation, dont l'hypnose en fait partie, pour faire en sorte que Teddy Riner reprenne ses combats et puisse combattre en faisant une très belle prestation sur ses autres combats. Donc l'hypnose est beaucoup utilisée, on parle beaucoup d'hypnose ericksonienne. Milton Erickson est un monsieur qui a structuré en fait l'hypnose. L'hypnose, on a du mal à savoir d'où ça vient exactement, puisque même déjà au temps du Moyen Âge, quand on voulait faire une anesthésie d'une dent pour un arrachetage de dents, on demandait tout simplement à la personne de se tourner ou de boire un verre. Et comme il se trouvait dans un état de conscience modifié, on pouvait à ce moment-là faire arracher la dent et intervenir peut-être un peu violemment à l'époque, mais ça fait partie de ce temps-là. Aujourd'hui, l'hypnose est utilisée en bloc opérateur et l'intérêt justement c'est de désensibiliser les zones justement pour pouvoir intervenir tranquillement sans avoir besoin de faire une anesthésie. Alors avant déjà de vous parler de comment se déroule une séance d'hypnose, juste vous évoquer que en hypnose il existe différents types d'hypnose. Les plus classiques sont l'hypnose ericksonienne, celle qui a été structurée par Milton Erickson, et qui a cet intérêt de pouvoir travailler le fond de la difficulté de notre client. Vous avez l'hypnose classique et d'autres types d'hypnose qui existent aujourd'hui, qui se sont développées, et elles se sont quasiment toutes développées sur une approche de Milton Erickson. Donc ça a été un des éléments, des fondateurs de l'hypnose très structurée. Alors, comment se déroule une séance d'hypnose? Une séance d'hypnose se déroule, quant à elle, en plusieurs étapes. Il faut savoir que vous avez principalement une séance qui va être en 8 points. La première chose qu'on va faire dans une séance d'hypnose, c'est on va accueillir notre client, on va le mettre à l'aise, on va créer un lien de qualité avec lui, ce qu'on appelle, nous, techniquement, un lien thérapeutique, de façon à ce qu'il puisse se sentir bien dans l'échange et au travers de ça, on puisse aller travailler l'origine de la difficulté. Puis après, on va faire ce qu'on appelle une anamnèse, aussi appelée une évaluation de la situation présente. On va regarder qu'est-ce qui fait qu'il vient nous solliciter. Quelle est la difficulté qu'il rencontre aujourd'hui qui fait qu'il nous sollicite en cabinet et avec la possibilité de travailler de deux façons. Soit on va travailler la difficulté que notre client nous apporte, à savoir s'il vient nous voir pour un problème de cigarette, on va traiter la cigarette, on va couper la cigarette. Ou alors on va aller travailler le problème de cigarette, mais à la racine, de façon à ce que justement il n'ait pas tendance à reprendre la cigarette. Je crois que vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui ont arrêté la cigarette et à chaque fois qu'ils ont vécu une émotion qui les ont un petit peu agacés, ils ont repris la cigarette. Bien souvent, la cigarette est liée à l'émotion de colère et si on ne retrouve pas l'origine de cette première émotion-là, si je travaille que la cigarette pour travailler la cigarette, en mettant par exemple un autre goût ou en faisant une saturation neuronale de l'envie de la cigarette, ça ne suffira pas parce qu'il faut que j'aille travailler proprement également cette émotion de base, qui est la colère, pour faire en sorte que si mon client, par la suite,
il ait envie d'une cigarette, l'émotion de colère, elle soit neutralisée et justement l'envie de cigarette par rapport à une situation où il vit une sensation de colère, elle soit pas réactivée. Donc on va travailler au travers de l'anamnèse, l'évaluation de la situation présente, la situation qu'il vit aujourd'hui, et on va descendre de façon très émotionnelle les différentes étapes de sa vie pour aller chercher l'origine de la première cigarette et surtout l'émotion qui a été activée à ce moment-là. Puis, une fois qu'on a ces éléments qui vont nous servir justement à travailler dans notre protocole de travail en hypnose, on va également nous demander qu'est-ce qui veut changer, ce qu'on appelle une définition de l'objectif. Qu'est-ce qu'il veut changer dans sa vie s'il veut arrêter sa cigarette? Qu'est-ce qui va le motiver? Est-ce que derrière, il veut retrouver une bonne hygiène de vie? Est-ce qu'il veut de nouveau pouvoir reprendre le sport en étant plus serein, pouvoir en respirer un peu mieux? En fait, quelque chose qui a du sens pour lui, pour qu'il soit vraiment dans un mécanisme euh, de fonctionnement en étant tout à fait motivé par ce changement. Et là, après, on va venir sur notre état de relaxation. Là, vous avez plusieurs approches. Nous, on va utiliser des techniques qui vont permettre à notre client soit de travailler en hypnose plutôt rapide avec des techniques d'induction assez légères pour aller travailler le problème en surface, soit, et ce qui est le plus intéressant, d'aller faire une hypnose un peu plus profonde, voire plus profonde, pour aller travailler les événements de vie plus compliqués voire même des événements de vie qui ont été traumatisants pour la personne. Vous doutez bien qu'il n'est pas possible de travailler un trauma, une agression ou autre chose. Si on fait une transe légère, une hypnose, une induction légère, automatiquement on a besoin de mettre certains mécanismes de sécurité, dont une hypnose profonde, pour faire en sorte que le trauma puisse être travaillé correctement. Donc le trauma, ça va être l'étape numéro 5. Ça fait faire partie des protocoles de travail où justement on va personnaliser la technique en fonction de la problématique de notre client, c'est-à-dire en fonction de sa situation présente, des éléments qu'on aura récupérés de l'anamnèse. L'intérêt de l'hypnose, tel que nous le pratiquons, et moi je l'enseigne, c'est avant tout de faire un accompagnement sur mesure, pas une technique qui ressemble à une autre technique et qui peut être appliquée à 15 millions de personnes en même temps, mais vraiment un protocole qui est fait sur mesure en fonction de mon client et en fonction de la difficulté qu'il rencontre, qu'on aura préalablement récupéré dans l'anamnèse. Donc une fois qu'on a travaillé les éléments de l'anamnèse, ce que la personne veut changer dans sa vie, la détermination d'objectifs, dans le protocole de travail, donc dans la technique en brique numéro 5, on va faire une technique vraiment appropriée en allant travailler les éléments qui sont nécessaires. Puis, une fois que le travail est fait, on va faire un retour, c'est-à-dire on va ramener notre client dans l'instant présent, ici et maintenant, l'étape numéro 6. Puis on va travailler avec lui une sorte de liste de tâches, ce qu'on appelle une liste de tâches techniquement. C'est les différentes actions qu'il va pouvoir mener d'ici la prochaine séance pour se sentir dans une dynamique de mouvement. L'hypnose a tendance à la base à être plutôt passif vis-à-vis d'un client. Il vient, il nous parle très peu et il a l'impression qu'on a la baguette magique pour sortir de cette situation. Pour autant, il y a aussi une implication de sa part, déjà d'une dans l'évolution de la situation présente. Il va falloir qu'il aille travailler la problématique de fond, mais également la liste de tâches avec un ensemble d'actions dans lesquelles il s'engage à mettre en place d'ici la prochaine séance pour faire en sorte qu'il soit vraiment dans une dynamique de mouvement. Et puis l'étape numéro 8, c'est là où on va clôturer la séance. On va vérifier dans quel état émotionnel se trouve notre client, vérifier que tout est OK avant de le laisser partir, puisque notre objectif est surtout de pouvoir le laisser s'en aller dans les meilleures conditions possibles. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un entretien complet. Ce qui est intéressant, comme je vous l'évoquais, c'est de partir d'une situation que la personne vit et descendre les différentes étapes de vie. Je vous prends un exemple concret pour qu'on puisse matérialiser ça. Un accompagnement d'une personne dans ma vie qui est venue me voir pour un problème de poids. Ce monsieur avait une difficulté au niveau du poids. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie? Il me dit, ben, vous voyez, je suis en surpoids et mon médecin m'envoie vers vous parce que
J'ai essayé différentes choses, dont un anneau gastrique physique en bloc opératoire. Je l'ai fait retirer et derrière, j'ai repris du poids. J'ai fait poser un anneau gastrique virtuel par un praticien en hypnose. Ça a tenu une année et je m'aperçois qu'en fait, l'anneau gastrique résout pas le problème. Je m'aperçois que le problème est ailleurs. Donc je vais vous voir hein, parce que derrière, si je perds pas rapidement du poids, la solution, c'est de faire un bypass, c'est-à-dire une ablation d'une partie de l'estomac pour perdre du poids. Je dis, ben, j'aimerais éviter ça, donc je viens vous voir. On m'a conseillé de venir vous voir et j'espère que vous allez pouvoir m'accompagner là-dessus. Donc je lui dis, expliquez-moi un petit peu votre situation aujourd'hui. Il me dit, voilà, je suis retraité depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, jeune retraité et jusqu'à maintenant, je sillonnais la France entière en tant que commercial. Aujourd'hui, ben, depuis 15 jours, je suis sédentaire à la maison. J'ai eu l'occasion dans mon métier de travailler du lundi au vendredi. J'étais en déplacement et quelque part, ben, j'avais la belle vie puisque j'étais dans les hôtels, je mangeais bien le soir à l'hôtel, je mangeais bien à midi et vous voyez que justement, ce poids-là, je l'ai eu un peu accumulé. Il avait un bon humour, ce monsieur, et il prenait ça vraiment de façon sérieuse tout en mettant un peu d'humour dans sa présentation. Je dis, ben, la dernière fois où vous avez rencontré cette difficulté qui vous a fait justement aller plus naturellement faire de l'alimentation, c'était quand? Et le but, c'est justement d'aller chercher une dernière fois de façon très concrète. Pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse descendre dans les différentes étapes de vie, on a besoin de quelque chose de concret pour le faire. Donc, il m'évoque sur la dernière situation, il a vécu juste avant son départ, une semaine où il a fait une vente, une dernière vente, et il a appelé son responsable et en étant fier de l'appeler en disant, bah, ça y est, j'ai fait la dernière vente de ma carrière, et c'était une belle vente en plus. Il était fier de lui en parler, et son responsable, à ce moment-là, il lui a fait une remarque en lui disant, bah, tu n'as fait que ton travail. Et à ce moment-là, il s'est senti blessé, un petit peu dévalorisé. Et c'est ça qui l'a impacté. Je lui ai dit justement, c'est quand la dernière fois où vous vous êtes senti blessé, dévalorisé ultérieurement? Et il me dit, ben, c'est à 27 ans où à ce moment-là, j'ai eu mes deux filles jumelles et ma femme, eh ben, elle n'avait pas beaucoup de temps, elle était beaucoup prise par les deux filles. Et justement, à un moment donné, je lui ai dit, ben, est-ce qu'on peut pas passer un peu de temps tous les deux? On laisse les deux petites à droite chez les beaux-parents et puis on prend du temps. Et c'est à ce moment-là que bah, elle m'a dit, tu vois bien que ça prend du temps et moi j'ai pas le temps de m'occuper d'autre chose. Pour l'instant, c'est deux petites et je m'occupe des deux petites. Je dis ok. À ce moment-là, c'était quand que vous avez eu cette discussion avec votre femme. C'était à un moment donné où on était tous les deux, il y avait les deux petites et puis justement, on avait l'occasion de pouvoir éventuellement les placer chez vos parents. Mais elle a souhaité les garder et c'est d'ailleurs à ce moment-là, à l'âge de 27 ans, à partir de là que je me suis dit, ben, étant donné que j'ai pas forcément beaucoup de valeur ajoutée à la maison, j'ai commencé ce métier de commercial dans la France, Sud-France, du lundi au vendredi. Je suis à l'âge de 27 ans, qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Ben, je me suis senti dévalorisé, pas très forcément respecté. Je lui dis, ben, tout simplement, la dernière fois ultérieurement où vous vous êtes senti dévalorisé, pas forcément respecté, il me dit, ben, à 14 ans, c'est pareil. À un moment donné, ma mère devait venir me chercher dans une compétition et surtout suivre une compétition de sport. Je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais. Et comme je suis issu d'une famille de sportifs, mais on est nombreux, on était 8 dans la famille, elle s'occupait de mes petits frères et de mes petites sœurs. Et à un moment donné, ben, je me suis aperçu qu'elle n'allait pas venir. Et à ce moment-là, je l'ai très mal vécu. J'ai senti cette sensation de dévalorisation, cette sensation de ne pas être reconnu par ma mère comme un enfant un des enfants prioritaires. Je me suis senti un petit peu rejeté, dévalorisé par ma mère. Et ok, très bien. Et la fois antérieure où vous vous êtes senti dévalorisé, comme vous me l'évoquez, là, et il me dit tout simplement, ben, ça me fait rappeler un souvenir où à l'âge de 4 ans, quand mes deux sœurs jumelles ont eu la varicelle, on m'a positionné chez mes parents. J'étais tout seul à être chez mes parents, alors que mes frères et sœurs, qui eux étaient plus grands, étaient
chez mes parents et moi j'étais chez mes grands-parents. Je comprenais pas pourquoi, j'avais l'impression que mes parents m'avaient abandonné, et en fait c'était pour me protéger de la varicelle de mes 2 sœurs jumelles, celle qui était venue, juste après moi. Et je lui dis: «Ben, qu'est-ce que vous comprenez entre, les 4 ans et les 27 ans ou les 60 ans, c'est quoi le lien que vous faites?» Elle me dit: «Ben, je comprends mieux qu'à 4 ans, quand il y a eu mes 2 sœurs jumelles, j'ai vécu, cette sensation d'être dévalorisé, de ne pas avoir été, vraiment reconnu et que je l'ai revécu à 27 ans et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le métier de commercial et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à prendre du poids année après année. Le poids s'est installé et il a fallu du temps, mais il s'est installé avec les années et je m'aperçois en fait que jusqu'à 27 ans, bah, ça allait à peu près bien au niveau du corps. C'est vraiment à 27 ans que j'ai pris, un poids assez considérable. Et à partir de là, bah, on a pu, travailler une séance d'hypnose. Déjà d'une, on a travaillé, l'âge de 27 ans sur la première séance. On a été modifier cet événement de vie pour que justement, il vive pas cette relation avec son épouse comme une sorte d'abandon et qu'il comprenne que, ben, cette situation-là, elle n'a pas été, positionnée comme, un rejet de la part de son épouse, mais plutôt une situation qui, peut-être, sur lequel elle a été, elle, un petit peu débordée et que lui, la réaction, qu'il a vécue à ce moment-là, c'est cette sensation d'être abandonné. Donc on a retravaillé, première étape de vie, cet premier événement à 27 ans, qui a été le travail de la première séance. Puis la deuxième séance, quand il est revenu, il a dit: «Ben, j'ai entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai eu l'occasion de discuter avec mon épouse, de la situation et en fait, ça a vraiment changé les choses dans notre relation. Mais j'aimerais revenir quand même dans l'âge de 14 ans, si on peut, travailler cet âge de 14 ans, parce que ça a été aussi un événement qui a été, impactant pour moi». On a retravaillé sur la deuxième séance, justement, cet événement de 14 ans pour faire en sorte que, il puisse se libérer, de cette sensation d'être abandonné de sa mère, parce que sa mère n'a pas eu l'occasion de venir, le voir dans cette compétition, alors qu'elle s'était engagée à venir le voir. Et la troisième séance a été justement, une séance sur lequel on a travaillé justement les 4 ans pour qu'il puisse, pardonner quelque part à ses parents, de l'avoir laissé, chez ses grands-parents tout seul, en ne comprenant pas leur démarche et faire en sorte qu'il se libère de ce poids, le poids du passé. Ce que vous pouvez voir, c'est que, au travers de tout ça, il y a des événements de vie qui redescendent très, très souvent à l'origine. On part, du principe que la première tranche d'âge, celle de 0,7 ans, 0,8 ans, en psychogénéalogie, on appelle ça l'âge de programmation. C'est l'âge dans lequel on vit, les événements de vie, mais de façon très émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de l'âge de la raison, on les vit plein d'émotions. On nous dit que le Père Noël existe, et ben, il existe pour nous et quand on apprend que le Père Noël n'existe pas, c'est une profonde déception parce que derrière, émotionnellement, on a mis beaucoup de choses de façon à croire à cette idée-là et beaucoup d'événements de vie sont, vécus de 0 à 7 ans de façon très émotionnelle et après avec l'âge, avec les expériences de vie, vous avez ce qu'on appelle des, déclencheurs, des étapes de vie qui vont vous faire déclencher cette blessure de fond. Une personne, qui a travaillé dessus, a décelé 5 blessures qui se passent à cet âge-là, certainement des blessures que vous connaissez, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, la blessure de l'injustice et la blessure de l'humiliation. Cette personne qui a énormément travaillé dessus et qui a fait quelque chose, qui est assez intéressant dans son approche. C'est Lise Bourbeau et au travers de ses livres, elle a justement, parlé de ces blessures-là, sur le fait que la première tranche d'âge, entre 0 et 8 ans, 0,7 ans, 0,8 ans, c'est à cet âge-là qu'on construit ces blessures-là et le restant de la vie, ben, vous avez, des déclencheurs qui vous font réactiver, ces blessures d'enfance. Ce qui veut dire que si je veux travailler, comme, on peut le faire avec un anneau gastrique virtuel à l'âge de 60 ans. L'émotion de base, elle est pas travaillée, ce qui veut dire que quand la personne revivra
une émotion de base qui est en lien avec la blessure de l'enfance, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre la nourriture. C'est ce qui s'était passé pour ce monsieur, justement. On appelle ça au niveau du poids l'équilibre émotionnel, hein, parce que c'est souvent des émotions qu'on va nourrir, qu'on va remplir, et on a besoin pour faire un travail cohérent, de travailler les émotions et d'aller chercher ces premières étapes de vie de façon à neutraliser cette étape de vie et faire en sorte que notre client puisse perdre du poids, mais sereinement. C'est valable pour le poids, mais c'est valable pour le tabac, c'est valable pour le stress, l'angoisse, pour n'importe quelle thématique de vie où vous avez besoin d'accompagner une personne. On a besoin, en grande partie, dans beaucoup de situations, d'aller chercher l'origine pour faire en sorte que l'intervention en tant que hypnothérapeute, en tant que praticien d'hypnose, soit efficace. Si on travaille que l'événement de vie que la personne nous amène, c'est-à-dire l'événement à l'âge de 60 ans ou l'événement au moment où la personne vient nous consulter en cabinet, on prend tous les risques que si la personne revit l'émotion qui est liée à cet événement d'une façon différente, la problématique revienne. C'est pour ça que beaucoup d'approches travaillent sur cet événement de vie, ce qui de temps en temps nous est nécessaire aussi, puisque quand on travaille en hypnose classique, tel que nous on enseigne également, on enseigne l'hypnose érectionnelle et l'hypnose classique. Quand on travaille avec des techniques d'hypnose classique, on va travailler l'événement de vie tel que la personne le vit au moment où elle vient nous solliciter, mais on va aller chercher aussi l'événement de vie à l'origine pour faire quelque chose, pour faire en sorte que notre accompagnement soit stable et dans le temps. Alors, voilà comment on travaille pour faire simple. Je pourrais vous donner plein d'autres explications d'étapes de vie ou d'accompagnement que j'ai pu faire. Tous les accompagnements ont été toujours en rémanence avec une situation de vie qui a été l'ordre de l'enfance. Donc, si je veux travailler correctement mon accompagnement, j'ai tout intérêt à comprendre que des fois, on a besoin de travailler cette première étape de vie, celle qui vient nous amener, notre client. Mais si on veut vraiment travailler de façon cohérente, il faut aller chercher plus loin. Vous voyez, on est sur ce webinaire. Cet après-midi, j'ai une personne qui m'a contacté pour un accompagnement, une jeune personne qui a 22 ans, avec des angoisses profondes. On est à un point où ça en est difficile de sortir et d'être dans les bains de foule. Elle préfère rester chez elle. Même les soirées avec des amis, ça devient compliqué. Et en fait, en lui posant quelques questions par téléphone, il y a déjà des éléments de vie sur le fait où déjà à 14 ans, elle a vécu une situation de vie qui est complexe. Et à 8-10 ans, il y a également une situation de vie qui est en lien avec sa mère, qui fait que aujourd'hui, sa mère n'a pas pu, moi, vivait une situation de vie où il y avait de la sécurité, du stress dans une relation sentimentale. Elle était malheureusement passive de cette situation, mais pour autant, elle l'a vécu. Et à partir de 14 ans, il y a eu une situation au collège qui, quelque part, a été un peu le déclencheur de cette première étape de vie. Donc, je vais démarrer l'accompagnement d'ici une dizaine de jours avec elle, à peu près 15 jours même, avec elle. Il y a de grandes chances que cette angoisse, on aille très vite travailler les 14 ans et les 8-10 ans, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à 8-10 ans qui a été un élément marquant. Donc, vous voyez qu'on peut le travailler au niveau du poids, on peut le travailler au niveau de l'angoisse, on peut le travailler au niveau du stress, on peut le travailler avec des problèmes de sommeil, on peut le travailler avec beaucoup d'éléments. On retrouve toujours ce maillage-là. Si je refais un exemple, un dernier exemple sur le sommeil, j'ai eu une personne qui est un jour venue me voir pour un problème de sommeil. Elle avait essayé toutes les techniques qui étaient possibles, voire même elle avait fait des tests pour améliorer son cycle de sommeil. Et cette personne était venue, elle avait 38 ans et elle avait des nuits qui étaient épuisantes. Elle était plutôt infirmière, elle travaillait de nuit
Mais elle travaille de nuit parce que justement, comme ses nuits n'étaient pas réparatrices, elle a fait le choix de travailler la nuit, comme ça évitait qu'elle se confronte à la réalité de se dire toutes les 2 heures pendant la nuit, je suis réveillé. On a travaillé 38, on est descendu à partir de 38 jusqu'à 35, où elle avait vécu une relation sentimentale un peu complexe euh, et émotionnellement impactée avec de l'insécurité. Et à partir de l'émotion de l'insécurité, on est redescendu à l'âge de 14 ans et surtout à l'âge de l'enfance. Parce que cet enfant, cette personne, est née après un enfant qui est mort pendant son sommeil. Et en fait, au travers de l'accompagnement et surtout de l'anamnèse, une anamnèse poussée que j'enseigne et qui vient principalement du coaching, cette façon de questionner, a permis à la personne de comprendre que quand elle était toute petite, sa mère, comme elle avait perdu un enfant juste avant elle, pendant le sommeil, elle venait toutes les 2 heures bouger le berceau pour vérifier qu'elle soit bien réveillée et qu'elle soit pas décédée pendant la nuit. Et en fait, cet enfant a assimilé l'insécurité de sa mère sur le fait que si elle dormait plus de 2 heures, il risquait d'avoir un problème, voire même qu'elle pouvait mourir. Et même adulte, pendant toutes ces années, elle a fait une grosse partie de sa vie en étant en permanence coupée dans ses nuits. Alors, au départ, elle arrivait quand même à récupérer, mais plus ça allait avec le temps et plus elle avait du mal à récupérer, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle avait même choisi de faire un métier du jour pour éviter que se confronter à cette situation. Alors que c'est une personne qui avait testé beaucoup d'approches, dont l'hypnose, où on avait essayé de lui faire une technique pour faire en sorte que son sommeil soit plus réparateur, sans comprendre l'origine de sa difficulté. Elle avait été également sur des laboratoires de sommeil pour justement regarder s'il y avait des possibilités de faciliter son sommeil. Et en l'occurrence, euh, ça avait marché un temps, mais ça n'avait pas duré dans le temps, parce que justement, ce mécanisme de sommeil toutes les 2 heures, elle l'avait très intégré, elle l'avait très bien intégré quand elle était petite, et de ce fait-là, toutes les 2 heures, elle se réveillait naturellement. Donc voilà quelques exemples. Celui qui me revient là, justement, ça vous permet de voir à partir du sommeil aussi qu'il peut y avoir d'autres difficultés derrière. Alors, comment nous on fonctionne, comment on développe ce métier? Alors, ce métier est en plein développement parce que depuis quelques années, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de l'hypnose, plus de l'hypnose spectacle par Mesmer. En même temps, Mesmer a quand même bien aidé au développement de ce métier, puisque aujourd'hui, ce métier est reconnu comme une thérapie brève, une thérapie qui permet de travailler les difficultés de fond, à savoir des angoisses, des stress, des phobies, et bien d'autres choses encore, comme je vous l'ai évoqué préalablement. Et depuis, je dirais que les émissions de Mesmer, ce métier s'est énormément développé. Il a encore de très beaux jours devant lui, puisque les peurs, les angoisses, le stress, je pense que vous les vivez comme moi au quotidien. La société, les médias sont des jolis leviers d'angoisse, de stress, de peur et d'incertitude. Et plus ces mécanismes sont activés par la société et par les médias, plus nos métiers de l'accompagnement sont sollicités pour pouvoir intervenir et faire en sorte de permettre aux personnes de se sentir surtout mieux. Au niveau de la formation, alors comment on se forme à ces métiers? Je dirais que c'est avant tout un investissement de sa part à chercher une formation très pragmatique pour intégrer les techniques. Moi, j'ai fait le choix de faire 2 niveaux. Un premier niveau qui s'appelle fondamentaux et praticiens. 9 jours de formation, vous intégrez le questionnement du coaching, donc qui vous permettre d'aller chercher l'origine du problème, les inductions qui vous permettent d'emmener votre client et les protocoles de travail que vous allez pouvoir adapter en fonction des thématiques de vos clients, c'est-à-dire en fonction de ce que vous aurez récupéré des anamnèses pour faire un accompagnement sur mesure à vos clients.
Ces 9 jours, pourquoi je les ai pas dissociés des fondamentaux, du praticien, comme on peut le retrouver dans certaines écoles, techniciens et praticiens? Parce que, mon souhait, c'est de vous permettre déjà en 9 jours, de vous amener à un niveau de pratique et un niveau d'aisance, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, à partir de ces 9 jours, vous installer en tant que praticien en hypnose. Je parle beaucoup de praticien en hypnose parce que, le mot hypnothérapeute est un mot qu'on n'a pas le droit forcément d'utiliser. Il y a le mot thérapeute dessus, qu'on utilise plutôt le mot praticien en hypnose pour permettre d'exprimer notre métier ou hypnologue. C'est deux mots qu'on utilise. J'utilise beaucoup le mot praticien en hypnose pour parler de mon activité. Donc, c'est 9 jours qui vont permettre d'intégrer les notions fondamentales d'hypnose par la pratique, 3 fois 3 jours. Un premier séminaire de 3 jours où vous expérimentez. Les groupes sont de 10 personnes, 10-12 personnes maximum, pour que vous puissiez expérimenter par la pratique. Moi, j'ai pour vocation de vous faire tester les choses. Vous avez le droit de faire des erreurs, justement pour apprendre votre métier et faire en sorte que la connaissance soit intégrée par l'expérimentation. Euh, Sur les formations, quand on arrive sur des groupes de 8 à 10 personnes, on est deux formateurs pour vous accompagner et regarder votre pratique, vous aider si à un certain moment vous êtes en difficulté, de façon à ce que vous gagniez en maturité et en posture. Ce qui nous importe avant tout, c'est que vous puissiez développer une posture d'accompagnant et que vous ayez intégré les techniques et les outils dans l'accompagnement de l'individu, donc les techniques d'hypnose, pour faire en sorte que justement vous soyez vraiment un professionnel aguerri dans l'accompagnement avec les techniques d'hypnose. Ce parcours de 9 jours, donc les 3 premiers jours, c'est du présentiel. On va commencer sur les 3 premiers jours à faire à peu près 50% de pratique et 50% de théorie. J'ai besoin sur les 3 premiers jours de vous descendre quand même de la théorie. J'ai pas trop le choix puisque vous pouvez pas tout savoir. Ou alors vous avez bien lu avant de venir et tant mieux, pourquoi pas. Mais dans tous les cas de figure, je suis obligé de vous redonner quelques fondamentaux pour que vous puissiez les expérimenter, 50% de pratique. Entre le premier et le deuxième séminaire, il y a à peu près une quinzaine de jours. Entre ce premier et le deuxième séminaire, on va se connecter un soir entre 20h et 21h30 pour que je vous descende la théorie du deuxième séminaire. J'ai fait le choix de vous descendre la théorie du deuxième séminaire pour éviter de perdre du temps pendant les séminaires, dans le deuxième séminaire, et être à plus de 80% de pratique sur le deuxième séminaire. Ce qui vous donnera aussi la possibilité d'avoir le temps de mémoriser toute la théorie de ce second séminaire entre le premier et le deuxième séminaire, afin de pouvoir venir en formation sur le deuxième séminaire d'hypnose en ayant intégré toute la théorie que j'aurais préalablement descendue sur le webinaire. Le deuxième séminaire, pareil, on va se revoir pendant 3 jours, et là on va être, comme je vous l'évoquais, principalement que sur de la pratique, à plus de 80% sur la pratique, puisque ben, la théorie aura été descendue préalablement via un webinaire pour éviter de perdre du temps, et on sera plus efficace. Ça vous permettra de faire des accompagnements spécifiques en adaptant des techniques. Euh, Entre le deuxième et le troisième séminaire de 9 jours, de 3 jours, qui finira le parcours de 9 jours de praticien, c'est la même chose. Je vous descendrai de nouveau la théorie à distance, de façon à ce que vous restiez sur le troisième séminaire purement sur la pratique, avec pour objectif qu'on reste sur ces 80% de pratique, afin que, à la fin de ces 9 jours, vous ayez gagné une belle aisance dans votre pratique, et que si vous souhaitiez vous installer à partir de là, puissiez le faire sereinement pour vous et pour les personnes que vous allez accompagner. J'ai pas mal de personnes que j'ai formées qui sont restées sur ce séminaire-là, sur ce niveau-là, qui sont installées et qui pratiquent leur métier. Après, si vous voulez aller plus loin, on en a un autre niveau qu'on appelle le maître praticien. C'est 5 jours consécutifs. Pendant ces 5 jours, on va travailler de nouveau votre posture et des techniques pour gérer les traumas, les phobies, les situations de vie très très complexes. Et je vais surtout vous apprendre à écrire votre protocole sur mesure, à faire un protocole sur mesure et pas intégrer ou développer un protocole par rapport à une base, mais plutôt
vous laisser feuille blanche pour faire du sur-mesure du début à la fin de l'accompagnement. Faire une prise en charge de votre client de façon à ce que l'accompagnement soit unique pour cette personne-là et que vous ayez la totalité de l'accompagnement qui soit personnalisé. L'objectif, c'est que vous puissiez ressortir avec une vraie maîtrise de ces techniques, des techniques très évoluées du maître praticien, une belle posture et surtout une aisance dans votre capacité à accompagner votre client, à avoir une prise en charge du début à la fin et l'accompagner en faisant tout sans vous appuyer sur quoi que ce soit de structure, vraiment en vous laissant guider par rapport à ce que votre client va vous apporter. Faire vraiment du sur-mesure, en fait. Voilà, 2 niveaux, encore une fois, ils peuvent être pris dans la continuité ou faits séparément. Je vous laisserai le soin de regarder les plaquettes parce que vous retrouverez le programme, les dates et la tarification sur ces plaquettes. Pour vous former 2 régions, Annecy et Lyon. Même programme sur Annecy, même programme sur Lyon, avec l'objectif de pouvoir vous rendre complètement autonome. Début d'année 2025, vous aurez une version en ligne pour les personnes qui sont un peu plus loin et qui auraient du mal à se déplacer sur les séminaires en présentiel, pour intégrer toute la pratique à distance avec des webinaires sur des demi-journées pour vous permettre d'intégrer les techniques, les tester et bien évidemment, si vous souhaitez par la suite sur ce format qui devrait apparaître début 2025, vous expérimenter par la pratique, et ben, vous pouvez à tout moment venir visiter un des séminaires gratuitement. Ça fera partie de l'offre, cette offre qui arrivera à partir de janvier 2025. Donc une première formule qui existe aujourd'hui, une formule qui va arriver en 2025, janvier ou à la fin du premier trimestre 2025, normalement à partir du mois de janvier 2025, qui vous permettra, pour ceux qui sont un peu plus loin, de pouvoir déjà démarrer à distance et peut-être juste choisir 3 jours ou 6 jours en venant nous rencontrer, en venant vous expérimenter en séminaire pour être purement sur la pratique avec nous. Voilà, dans l'explication, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui sont apparues pendant ce webinaire. Une question qui est revenue plusieurs fois, est-ce qu'il y a besoin d'un niveau de compétence, une expérience? Alors non, tout le monde peut faire ce métier. C'est un métier qui est lié à l'accompagnement de l'humain. Je dirais que les aptitudes qui sont nécessaires, c'est envie d'accompagner l'humain, envie de pouvoir quelque part être aidant pour permettre aux personnes de sortir de leur situation de vie, leur permettre de bouger et d'aller vers quelque chose de mieux pour eux. Et j'aime appeler aussi un niveau de bac de vie. Ce que j'appelle bac de vie, c'est pas un niveau d'études, mais plutôt un parcours de vie qui a peut-être été un peu délicat, qui vous permet de voir la vie maintenant avec beaucoup de recul et de ne pas interpréter les choses avec votre prisme, avec votre vision des choses, mais plutôt de voir que chacun d'entre nous a une vie différente et que c'est pas parce que on a des convictions sur une chose qu'on est obligé de les poser dans un accompagnement. Bien au contraire, la neutralité en tant que professionnel de l'accompagnement est une belle qualité, une belle euh, marque ou élément nécessaire dans la posture du professionnel de l'accompagnement. Euh, Une deuxième question qui est arrivée entre les fondamentaux praticiens et le maître praticien. Je dirais que vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le parcours complet. En général, le maître praticien est toujours espacé de 2-3 mois entre le fondamentaux et praticien et le maître praticien, ce qui vous laisse le temps de pouvoir vous retourner et de continuer à pratiquer avec votre entourage ou si vous êtes déjà installé avec des clients. Soit de faire le maître praticien 6 mois après, 1 an après, c'est vous qui choisissez le temps qui est nécessaire pour avoir suffisamment d'aisance, mais aller chercher aussi des techniques plus évoluées dans les traumas et les phobies. Je dirais que rester quand même sur un format d'une année pour ne pas prendre de mauvaises habitudes et de pouvoir ainsi intégrer ces techniques qui sont vraiment très évoluées dans la partie maître praticien pour la gestion de trauma et de phobie.
Voilà, en regardant un petit peu les questions qui sont apparues, je pense que pas mal de questions, j'ai dû répondre à la présentation. Oui, tout le long de la formation, il y a une question, est-ce que on accompagne tout le long de la formation? Oui, tout le long de la formation, comme c'est des groupes de 10-12 personnes, on est très présent. Moi, je suis à chaque fois sur mes formations et il y a toujours une autre personne de l'équipe pédagogique qui est aussi un professionnel qui accompagne. On n'est pas que deux formateurs, on accompagne réellement en cabinet, toutes les équipes pédagogiques. On est présent justement pour vous permettre d'intégrer les techniques à votre rythme. Il n'y a pas de rythme forcé, mais on vous accompagne pour pouvoir le faire. Il y a vraiment une grosse implication de notre part. Les webinaires, dans les webinaires, on prend également du temps, des fois un quart d'heure, une demi-heure, des fois un peu plus en fonction des questions. Parce que entre les deux, entre le premier et le deuxième séminaire ou entre le deuxième et le troisième séminaire, les personnes qui suivent les formations, et je les invite à le faire, ont testé ces techniques sur leurs proches, leur entourage ou des amis, et ont des fois des questions. Je reste justement, on prend du temps sur ces webinaires pour pouvoir y répondre. Alors, il y a une heure et demie. En général, c'est plutôt sur un format une heure et quart d'apport théorique. Et après, c'est des temps d'échange justement sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer justement pour permettre à chacun de se sentir à l'aise sur les prochains accompagnements qu'ils vont faire. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et que le métier vous intéresse. Maintenant, pour aller plus loin dans votre démarche, de passer de l'intention à l'action et de vous engager dans une démarche de professionnalisation vers ces métiers, je dirais qu'il y a une démarche assez simple. Déjà, l'une, c'est de m'appeler. Vous avez mon numéro direct, 06 83 55 80 61. J'ai besoin d'échanger avec vous sur votre projet pour être sûr que vos attentes sont cohérentes par rapport à ce que moi je peux vous proposer en formation. Je n'ai pas pour vocation d'engager quelqu'un dans une formation en sachant que ben, la personne va pas forcément y trouver son compte. Moi, mon souhait, c'est que quand les personnes s'engagent dans une formation, il y a un vrai engagement de votre part, il y a un engagement de ma part aussi et que chacun puisse se retrouver ce quoi il est venu s'engager et chercher. Donc on va travailler par rapport à cet échange qui dure une demi-heure, des fois trois quarts d'heure, des fois un peu plus. Un premier échange par téléphonique. Je vais essayer de comprendre votre intérêt à suivre cette formation, savoir dans quoi ça s'inscrit, qu'est-ce que vous en attendez et si déjà vous en avez déjà une idée de ce que vous voulez en faire derrière, quel type de personnes vous voulez accompagner, quelles sont les thématiques que vous voulez accompagner demain et vérifier que ce soit bien en corrélation avec ce que nous, on propose et comment on vous accompagne tout le long de la formation. Une fois que bah, cet échange il a été fait, bah, le plaisir après de vous accompagner, vous avez deux lieux pour vous former. Lyon, 27 rue Maurice Flandin, Lyon 3e, ou à Annecy, au 3610 route d'Albertville, depuis un an et demi maintenant, une salle de formation qui a été, que j'ai prise, avec des bureaux, un cabinet aussi sur Annecy, pour vous accueillir sur Sevrier, Sevrier étant une partie du lac, à côté du lac, sur le contour du lac, pardon, et avec un cadre assez sympa pour découvrir l'hypnose. Possibilité également de me joindre par mail à norbert.mestre@pefc.fr ou de télécharger toutes les informations directement sur notre site. La plaquette est en libre accès à www.prismevolution.fr. Au plaisir, j'espère de vous voir ou d'échanger avec vous. Vous avez mes coordonnées à votre disposition pour un premier échange et vous accompagner dans cette belle aventure, dans ce beau parcours de vie, dans la réalisation de vos projets. En attendant, ben, je vous remercie pour cette attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée et à très bientôt.